Sur un bon son de Kwakanza, du soleil, on retrouve Marcel Toyi. Bonjour, bienvenue, comment vous allez? Très bien. Notre analyste des questions d'éducation. Il faut dire que vous êtes le coordonnateur national de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Et puis président du réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation, le RJCE. Quelqu'un vous taquait la fois dernière disait plus enseignant que journaliste finalement, le plus enseignant de tous les journalistes du Togo. Alors, le Togo va rentrer encore dans une nouvelle ère, comme toute république, une élection présidentielle qui est faite, un gagnant qui est dégagé pour un mandat de 5 ans, pour remplir donc le cahier de charges qu'il a proposé aux populations sur lequel il s'est fait élire, et aussi pour écouter les doléances et les attentes des populations pour améliorer les conditions de vie et de travail dans bien de domaines. Nous, c'est la question de l'éducation qui nous intéresse ce matin. C'est une priorité de notre émission, l'éducation, la santé, l'agriculture, la culture et bien d'autres. Mais là, en éducation, vous, en tant qu'analyste, vous êtes assis, vous avez réfléchi, et par rapport à comment vous appréciez donc le domaine de l'éducation, vous avez trouvé qu'il y a 10 priorités en matière d'éducation aujourd'hui pour le nouveau président élu du Togo. Tout à fait. Bon, on va éplucher ces 10 priorités-là. Okay. On y va. Bien, je vais d'abord adresser mes félicitations au nouveau président. Bon, sous réserve de la que la Cour constitutionnelle confirme, il y a les recours qui sont introduits, ne nous précipitons pas. Tout à fait. Bon, on espère que tout va bien se passer. Oui. Pour nous, la première priorité du nouveau président élu, on va le dire ainsi comme ça, c'est de faire en sorte que le cahier de charge des ministres qui vont être nommés soit connu des acteurs, parce que leur cahier de charge sont méconnus. Si vous demandez par exemple à un étudiant quel est le cahier de charge de son ministre, le ministre de l'enseignement supérieur, ce n'est pas évident qu'il puisse le dire. La même chose pour celui de l'enseignement technique, la même chose pour celui de l'enseignement primaire et secondaire. On devrait le savoir. On doit le savoir. Si le président de la République, pendant la campagne, a disons, un programme de société dans le domaine de l'éducation et il l'a rendu visible et public, eh bien, je crois que la même attitude doit être déclinée au niveau de ce ministre qui va nommer pour que nous puissions suivre. Parce que les ministres qui sont nommés sont redevables institutionnellement vis-à-vis du président de la République, mais il y a une redevabilité qu'on appelle la redevabilité sociale. Et donc, la redevabilité sociale, eh bien, c'est par rapport aux acteurs qui doivent accompagner les ministres dans la mise en œuvre de leur cahier de charge. Et ils ont tout intérêt à ce que nous puissions connaître ce cahier de charge. C'est cela. Vous voyez? Et comment que ça va se faire? Ils vont organiser une conférence de presse? Non, comment ça se fait? En tout cas, les techniciens au sein des ministères savent comment ça se passe. Savent comment ça se passe. Organiser des ateliers avec les acteurs de l'éducation pour partager ensemble avec eux, etc. Mais c'est aussi aux acteurs d'aller à l'information. Oui. Pas attendre que le ministère vous convoque, alors vous informe sur son cahier de charge, mais qu'on aille aussi chercher l'information. Le premier acte doit venir d'eux. Le premier acte doit venir d'eux pour qu'on sache qu'un cahier de charge existe. Et quand nous savons que ce cahier de charge existe, eh bien, c'est plus facile pour les acteurs d'aller vers eux pour connaître ce cahier de charge et voir comment on peut travailler en collaboration et en complémentarité avec eux pour la mise en œuvre du programme. Ok. Voilà. Donc, les ministres de l'Éducation, ils aient des cahiers de charge, que les ministres de l'Éducation aient des cahiers de charge connus des acteurs de l'éducation, donc enseignants, élèves, parents, voilà, société civile, tout cela, qu'on connaisse. C'est cela. Un autre point? Un autre point, c'est quoi? C'est la forte dépendance financière du système éducatif de l'extérieur. C'est-à-dire que le système éducatif est très tributaire des financements extérieurs et ça prouve clairement que nous n'avons pas le destin de notre éducation dans notre main. Oui, oui, bien sûr. C'est comme ça que le monde fonctionne bien. Ah non. C'est des bailleurs de fonds, des partenaires financiers. Ce n'est pas une mauvaise chose. Non, en fait, nous ne sommes pas en train de dire que ce n'est pas une mauvaise chose que l'extérieur finance le système éducatif. Non, mais simplement faire en sorte que nous puissions prendre certaines initiatives. Et là, ce que nous proposons, il sera bien que le nouveau président mette en place un fonds national pour l'éducation.
Un fonds national pour l'éducation. Bien sûr, un fonds national pour l'éducation. À part le budget du ministère de l'Éducation et le bien entendu, le budget. si tu reviens sur le budget, de 2010 à 2015, le budget de l'éducation a évolué de 23 à 27%. Mais malgré ça, vous constatez que le système éducatif togolais n'est pas de qualité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, il y a une disparité entre le budget d'investissement et le budget de fonctionnement. Sur les 27% actuellement du budget de l'éducation, si 19% vont déjà pour le fonctionnement, donc pour les salaires, qu'est-ce qui sera réservé pour le fonctionnement, les investissements, etc. Vous voyez? Donc c'est au vu de ce diagnostic que nous disons qu'il sera important de mettre en place un fonds national pour l'éducation. Est-ce qu'il y a un quota de budget pour qu'on doive accorder à l'éducation? Il y a un quota au plan international. Combien? C'est 20%. 20%. Oui, mais le Togo est allé à 27%. Malgré ça, on a tous ces problèmes. Pas au rendez-vous. Alors donc, c'est ça qui fait que nous proposons qu'il serait intéressant que le nouveau président de la République mette en place un fonds national pour l'éducation. Et comment ce fonds sera créé? Eh bien, comment le FNFI a été créé? C'est une volonté politique. Quand il y a la volonté politique, le fonds doit être alimenté, n'est-ce pas, par peut-être des contributions civiques. Si 4 millions de Togolais donnent 100 francs par an, nous sommes à 400 millions, vous voyez, et on prend les péages. Sur les 300 francs que nous payons au niveau des péages, si sur les 300 francs, 25 francs alimentent ce fonds d'éducation-là. Et les cimenteries, les boissons, et les lignes sociales, même que les institutions bancaires, les opérateurs économiques ont les lignes sociales. Et bien sûr, oui, elles ont des lignes sociales, c'est des sociétés, bien sûr. Toutes les actions, par exemple, que Move ou Togocel et autres là font à l'endroit de la société, eh bien, c'est sur les lignes sociales. Vous voyez, donc si c'est bien négocié, eh bien, une partie de cette ligne-là va alimenter le fonds pour l'éducation et ça permettra d'équilibrer le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Vous voyez, et là, ça permettra donc au chef de l'État de mettre en œuvre, de répondre vraiment aux besoins de qualité. Parce que quand vous portez un regard sur le système éducatif, vous allez constater que l'accès est promu au détriment de la qualité. Vous voyez, c'est cela. Et donc, les initiatives, quand je prends simplement la CET, quand la CET a appliqué un franc symbolique sur un kilowatt, c'est des milliards qui sont reversés aux collectivités locales pour payer non seulement les factures, mais pour faire de l'extension. L'extension du réseau. Voilà. Ça veut dire que c'est faisable. C'est faisable. Ce que nous proposons, c'est réalisable, c'est faisable. Si ce n'est pas faisable, on ne le proposerait pas. Vous voyez? Et donc, non, mais bon, on ne demande pas que la société ajoute encore de la Non, c'est un exemple. Là, déjà ça... Oui, c'est juste un exemple. Voilà un exemple, puisqu'il y a il y a les péages. Il y a d'autres sources, d'autres entrées. Il y a plein d'autres. Là, ponctuellement, pour la CAN, on a pris de l'argent sur les lignes, sur les conversations téléphoniques, sur les appels. On suppose que c'est des milliards qui ont été aussi engrangés. Ça, c'était temporaire. Voilà, vous voyez. Et la mobilisation des fonds peut se faire aussi en revoyant un peu le cahier de charge du ministre des Affaires étrangères. Vous voyez, la diplomatie, c'est la diplomatie qui permet de revoir les rôles et les attributions des ambassadeurs dans les pays. Et dans les pays, enfin, si développés, il y a des opportunités, par exemple, pour donner des bourses au personnel administratif et pédagogique, pour capter des financements auprès des fondations, etc. Et si un travail de collaboration, il y a des liens fonctionnels entre tous les départements de l'éducation et les affaires étrangères, eh bien, c'est comme ça que les affaires étrangères vont revoir un peu le cas de charge des ambassadeurs qui sont dans des pays qui ont quand même plus de possibilités sur les pays développés. Donc ces ambassadeurs qui à leur niveau vont chercher les financements. Bien sûr, les financements et même les bourses, puisque pour donner une bourse, c'est de l'argent, non? Alors, si on vous donne déjà la bourse, on n'a pas besoin de vous donner encore de l'argent. Si on donne l'argent en plus, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais aussi, vous voyez. Donc c'est faisable de mettre en place un fonds et c'est important. S'il a ce fonds, il va résoudre beaucoup de problèmes. Fonds national de soutien à l'éducation. À l'éducation. À créer. Oui, c'est cela. S'il vous plaît. Et puis, le troisième point, la faible qualité de l'éducation. La faible qualité de l'éducation à tous les niveaux. Vous en parliez. Alors, pourquoi nous avons identifié ce point-là comme une priorité? C'est que quand vous observez les résultats de fin d'année, les résultats des élèves en réalité, est-ce que vous savez que c'est les résultats des enseignants et des décideurs? Bien sûr. Bien sûr, c'est les élèves. Bien sûr. En réalité, ce n'est pas les résultats des élèves. Non, c'est le produit que ça fournit. C'est le produit, les décideurs qui doivent donner les moyens et les acteurs de terrain, donc les animateurs de classe qui doivent être compétents pour pouvoir amener les élèves à s'intéresser à ce qu'ils font et à être performants.
Vous voyez? Or, quand on fait l'analyse des résultats, on se rend compte. D'abord, l'analyse de résultats se fait de façon n'est pas bien faite. Oui, déjà. Quelquefois, elle ne se fait même pas du tout. Bien sûr, il y a que dans quand vous prenez par exemple au niveau de certaines... l'enseignement technique, vous allez voir l'enseignement technique, il y a certaines séries, on vient, on dit pour tel nombre de candidats qui ont postulé, eh bien, c'est 0 résultat. Mais ce zéro-là doit interpeller les acteurs pour dire il y a un problème au niveau des formateurs et un problème au niveau des décideurs qui n'ont pas mis le dispositif qu'il faut. Parce que l'élève échoue, ce n'est pas seulement l'élève. Oui, c'est une perte de ressources. L'échec est une perte de ressources. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que nous avons identifié. Et là, pour résoudre ce problème, il est important d'évaluer le personnel enseignant sur la base des contrats de performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes enseignant de professeur, vous êtes professeur de mathématiques par exemple, eh bien, tous les élèves que vous avez, personne ne doit avoir une moyenne moins de 12. Bon, si l'enfant le mérite, on ne va pas le donner. Non, l'enfant va mériter. Quand on dit ça, ça veut dire que l'enseignant est formé, les décideurs ont mis le moyen qu'il faut pour que l'enfant n'ait pas en voilà, et les conditions sont réunies. Ah, moi, 12 donc, ça veut dire que ce n'est pas c'est seulement... mon frère, ça. Vous voyez? Alors, donc, dans toutes les matières, on doit faire en sorte qu'il y ait un contrat de performance au niveau des enseignants. L'autre élément très important, c'est quoi? Vous voyez, il y a une pénurie aujourd'hui d'enseignants dans le secondaire, surtout dans le secondaire. Vous voyez, pour le préscolaire et primaire, avec les ENI, il y a une quantité quand même qualitative et quantitative d'enseignants qui sont sortis de ces institutions de formation. Mais quand vous prenez le secondaire, allez dans les localités, nous sommes des hommes de terrain, vous allez voir les apparents d'élèves qui payent des enseignants volontaires du secondaire. Je parle du secondaire. Secondaire, c'est le collège. Le collège et le lycée. lycée. Vous voyez, ailleurs, vous arrivez dans un lycée, c'est 11 enseignants qui sont pris en charge par les parents d'élèves. Et la pénurie des enseignants de mathématiques et de sciences physiques. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce que nous proposons, c'est quoi? Nous avons la chance, donc c'est pour ça que nous félicitons le président élu d'avoir fait en sorte qu'il y ait des élus dans toutes les régions. Il y a de l'espace. Il faut créer aujourd'hui un bloc pour l'ENES qui forme pour le secondaire et un bloc aussi pour les enseignants de l'enseignement technique. Pourquoi? L'enseignement technique n'a pas une école de formation. Ils sortent du campus et puis... L'enseignement, c'est pas normal. Est-ce que vous trouvez ça normal? Un ministère comme ça qui n'a pas d'école de formation de leurs enseignants. Il y a un problème. Donc sur le même site... Le Togo, on n'a jamais eu ou bien ça a été... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, sur le même site de l'ENI, il y a déjà le bloc pour le préscolaire, le primaire. Il faut un bloc pour l'enseignement technique, un bloc pour le secondaire parce que la capacité d'accueil de l'ENES aujourd'hui ne permet pas de répondre aux besoins du terrain. Vous voyez, c'est ça le problème. Et donc, si il prend cette initiative, eh bien, ça permettra véritablement de régler le problème de la faible qualité donc de l'éducation. Qualité et quantité des enseignants. Vous voyez, c'est cela. Donc ça, c'est au niveau de la qualité. Bon, il y a beaucoup de choses, mais on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails. Oui, mais peut-être qu'on fera ça, on le fera en deux parties, parce que tous les points sont importants. Le prochain point qu'on pourra aborder aussi, c'est l'effectif pléthorique dans les écoles primaires. Aujourd'hui, que l'école, les frais de scolarité sont gratuits, on est dispensé. Et le facteur pléthorique, si vous constatez bien, c'est au niveau du secondaire. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que le secondaire subit le contrôle la pression de la gratuité de l'école. Bien sûr. Vous voyez, il y a beaucoup d'élèves qui sont rentrés au primaire et maintenant ils rentrent au secondaire. Mais le secondaire n'est pas préparé pour accueillir la cohorte. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire en hauteur. Pour construire en hauteur, il faut avoir des ressources. S'il ne met pas en place ce fonds, où est-ce qu'il va trouver la ligne au niveau du budget de l'éducation pour construire de plus grands lycées, de plus grands collèges, de plus grands lycées. Cette manière de construire même de façon horizontale, c'est une mauvaise gestion de l'espace. Il faut construire en hauteur. On a l'espace en Afrique. Les privés donnent le meilleur exemple. Vous allez dans les écoles privées, c'est la construction en hauteur pour pouvoir économiser l'espace. Vous voyez? Et ça ne dérange personne. Contrairement, c'est une façon de décongeler. Vous allez dans certaines classes, dans certains lycées et autres. Nous sommes, comme je le dis, nous sommes des acteurs de terrain. On ne peut pas passer. L'enseignant rentre, il ne peut même pas passer dans les allées pour pouvoir suivre. Ça apporte un coût à la qualité. Oui, mais ce n'est pas seulement au secondaire, c'était déjà au primaire. Oui, maintenant, déjà au primaire, il y a beaucoup de choses qui sont été faites, il y a des constructions, etc. Donc le primaire il y a des solutions, c'est soulagé. Mais le secondaire, le pays ne prend pas en compte le secondaire. Non, le pays ne compte pas. C'est maintenant qu'avec peut-être le PAREC, bon c'est vrai, le PAREC avec l'AFD qui va démarrer bientôt, mais ce n'est pas beaucoup de salles de classe à construire. Mais le secondaire en a vraiment besoin. Vraiment besoin. Sinon, eh bien, on va entasser. Ailleurs, on met deux bancs. Et c'est 6 élèves qui sont sur 2 bancs. Mais
Si le professeur fait un devoir, comment il peut contrôler si chaque élève mérite ce qu'il a produit? Il n'a qu'à faire des devoirs de groupe, c'est fini. De groupe, donc c'est ça le quatrième point que tu as soulevé. Le cinquième point, c'est le niveau du personnel administratif et pédagogique insuffisant. On va finir dessus aujourd'hui, oui, allez-y. Voilà, et sur ça, quel est le problème réel? C'est que quand vous voyez, vous écoutez un peu les acteurs institutionnels, vous allez, les acteurs, les personnels d'encadrement, ben, ils vous diront que la formation, les 9 mois de formation dans les élites ne sont pas suffisants. C'est sûr, c'est évident. C'est pas suffisant. Donc, il faut augmenter le nombre de formations. Et si on augmente le nombre de formations, eh bien, ça permettra d'être plus opérationnel. Et maintenant, au niveau des acteurs comme les inspecteurs et autres, ben, il faut leur donner des bourses. Les gens sont des inspecteurs à vie, c'est pas normal. Et quand on ouvre des marchés pour postuler à des postes, ben, ils ne peuvent pas postuler, c'est des étrangers. Quand vous prenez le Péri, mais qu'est-ce qui a fait que la chance pour le Togolais, le Koudaya qui a géré le Péri, sa chance c'est que c'est un Tunisien qui devait piloter le projet. Parce que c'est un marché international qu'on ouvre. Les nôtres ne sont pas préparés pour postuler. Ils ne sont pas outillés. Il faut que le système éducatif produise des experts. Des experts, on peut à l'université, au niveau du préscolaire primaire, au niveau du supérieur. On leur offre des bourses. Des bourses pour aller renforcer leurs capacités pour qu'ils soient prêts à apporter de la qualité dans le système où ils travaillent et être aussi prêts à les vendre sur le plan international. Parce que nous avons tout à gagner si nos acteurs du système sont dans les institutions internationales. Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères fait un grand boulot de placement effectivement des Togolais tout à fait. dans des institutions internationales. Donc, c'est ça la cinquième priorité. Donc, résoudre le problème du niveau de formation du personnel administratif et pédagogique qui est aujourd'hui très insuffisant. 5 points. Cinquième point. Non, c'est le cinquième point. Oui. On fera les 5 autres points samedi prochain. Ok, d'accord. Parce que c'est 10 points très très importants. Okay. Donc aujourd'hui, on dit que le cahier de charge des ministres en charge de l'éducation doit être connu. Il faut qu'on réduise la dépendance financière vis-à-vis de l'extérieur. Mettre en place un fonds national pour l'éducation. Un fonds qui peut s'alimenter de diverses façons. On n'a qu'à réfléchir, c'est pas compliqué. Résoudre le problème de la qualité de l'éducation à tous les niveaux du système. Penser à résoudre le problème de l'effectif pléthorique au niveau du secondaire, parce que le flux du primaire pèse déjà sur le secondaire. Et revoir la qualité de le temps de formation et le renforcement des capacités du personnel administratif et pédagogique. Pour leur donner beaucoup plus de chance. Les 10 priorités du nouveau président élu, voilà 5 prochaines priorités. La semaine prochaine, merci M. Martial Toyi, notre analyste en éducation, d'être passé. Merci. On se donne rendez-vous samedi prochain. Tout à fait, merci. Allez, la photo à la fenêtre.